J'ai couché avec mon patron. Et alors? Ne fais pas cette tête choquée. C'était ce moment précis. 6 mots, un peu traînants, juste assez pour que je me demande si elle les avait répétés. 6 mots qui ont transformé un samedi soir ordinaire en quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a laissé tomber sa valise près des escaliers, a retiré un de ses talons, mais a gardé l'autre pour l'effet dramatique, et a ri comme si elle partageait une blague secrète. Comme si elle s'attendait à ce que je brise une assiette, que je crie ou que j'exige des explications, mais je l'ai juste fixée. Pas sa robe qu'elle n'avait pas emballée en partant pour sa conférence à Lyon. Pas la tache de rouge à lèvres qu'elle n'avait pas portée depuis 3 ans. Pas le collier en or qui était visiblement neuf. J'ai regardé à travers tout cela et j'ai plié l'enveloppe que je tenais depuis 2 jours. Je l'ai posée lentement, délibérément, au milieu de la table de la salle à manger, entre nous. Elle était trop occupée à se verser un verre de Malbec pour remarquer. « Qu'est-ce que c'est censé être ?» demanda-t-elle, sans même faire semblant de s'en soucier. « Tu devrais peut-être le lire », dis-je en la faisant glisser sur le bois sans lever les yeux. Elle ricana, ne la toucha même pas, se pencha en arrière, laissa échapper un petit rire, prit une longue gorgée et marmonna « Mon Dieu, tu es tellement théâtrale !» Sa voix résonna légèrement dans la cuisine ouverte. C'est incroyable comme le silence devient soudainement un personnage à part entière lorsque la confiance quitte une pièce. Je n'ai pas dit un mot de plus. Ni sur l'aventure, ni sur la promotion qu'elle avait obtenue dans une grande entreprise parisienne, ni sur les mois pendant lesquels je l'avais tranquillement regardé devenir quelqu'un que je n'engagerais même pas pour arroser mes plantes. J'ai juste tendu le bras, tapoté mon ordinateur portable une fois et cliqué sur « Confirmer » pour un envoi programmé. C'était à 20h43. L'ironie, c'était le même ordinateur portable que je lui avais offert à Noël dernier, lui disant qu'il l'aiderait à réaliser son rêve. Ce rêve s'est avéré être un poste de cadre moyen construit sur le réseautage et les bars d'hôtels clandestins. Elle est montée à l'étage après son 2e verre, fredonnant quelque chose de faux. Je suis resté en bas, assis sur cette chaise pendant 2 heures. L'enveloppe est restée intacte. Ses talons, l'un toujours au pied, l'autre jeté sous le canapé. On aurait dit des preuves sur une scène de crime que la police n'avait pas encore découverte. Maintenant, je sais que la plupart des gens auraient explosé, crié, exigé des noms, des détails, des dates. Mais ce n'est pas moi, car crier est pour les gens qui n'ont pas d'option. J'en avais beaucoup et j'avais du temps. Ce n'était pas le premier signal d'alarme. La première fois qu'elle est rentrée avec une histoire de dîner client tardif qui s'est terminée avec du mascara taché et une course VTC depuis une adresse à 40 minutes dans la direction opposée. Ou quand j'ai remarqué que son calendrier de voyage d'affaires, que je gérais auparavant, affichait soudainement des réservations que je n'avais jamais vues sur notre compte commun. Non, c'était juste la première fois qu'elle le disait à voix haute. Et peut-être, au fond d'elle, voulait-elle que je sache. Peut-être voulait-elle une réaction, une dispute, n'importe quoi qui lui permettrait de me dépeindre comme le mari contrôlant et jaloux lorsqu'elle finirait par déménager et emporter nos plantes d'intérieur. Mais au lieu de cela, je lui ai offert l'immobilité, une immobilité totale et déstabilisante. Parce que pendant qu'elle était à Bordeaux, à boire dans les bars sur les toits d'hôtel avec son patron, un homme avec qui j'échangeais autrefois des cartes de vœux, j'écrivais un discours. Un discours dont je savais qu'il ne sortirait jamais de sa bouche. Un discours qui lui ressemblerait exactement, jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. Il commençait par des flatteries, des idéaux, des valeurs d'entreprise, l'impact sur la communauté, le leadership éthique. Puis, à mi-parcours, il changeait de ton. Les détails devenaient spécifiques. Des dates, des noms, des lieux, suffisamment pour faire saigner les oreilles de n'importe quel comité d'éthique. Et ce n'était pas seulement des mots. Il y avait des pièces jointes, des captures d'écran, des réservations, des données, le tout soigneusement intégré dans les métadonnées de l'ébauche finale du discours que j'avais programmé d'envoyer à 9h, lundi matin, à 12 membres du conseil d'administration, à des partenaires et à 2 contacts médiatiques. J'ai même inclus une courte note de son compte personnel, qu'elle avait d'ailleurs laissé connecter sur notre iPad commun 6 mois auparavant. Elle n'a jamais regardé l'enveloppe, n'a jamais demandé ce qu'elle contenait. Au moment où elle le ferait, il serait déjà trop tard. Elle pensait que j'étais juste l'homme qui lui préparait le dîner et gérait ses notes de frais. Elle a oublié que j'étais aussi celui qui écrivait autrefois ses discours. Le dimanche matin arrive comme d'habitude dans cette maison. Calme, beige, et 2 heures plus tard que prévu, elle descend pieds nus, bâillant comme si elle n'avait pas fait exploser un mariage la veille, toujours vêtue du t-shirt trop cher du spa de l'hôtel de Bordeaux.
Elle ne me jette même pas un regard alors qu'elle fouille dans le réfrigérateur comme si c'était un matin normal et non les braises fumantes de sa confession. Pas un mot sur ce qu'elle a dit. Non, rien sur la nuit dernière. Pas même une fausse toux pour signaler un regret. Juste un grognement quand elle trouve du lait d'amande périmé et un passif agressif, tu pourrais peut-être prendre le bon granola la prochaine fois. Je suis dehors, taillé à la main, gants de jardinage aux mains, faisant semblant de me soucier de la forme des buis. Elle suppose que je boude, que je suis émotionnellement constipé, la façon dont elle aime me décrire à ses amis. La vérité, c'est que je compte les minutes jusqu'à 9h03, car c'est à ce moment-là que le premier email tombe. 8h47, elle fait défiler son téléphone distraitement en sirotant un mauvais café. 8h52, un nouvel email sonne. Objet, discours proposé, éthique et héritage en leadership. Envoyé par elle-même, ou plutôt son compte Gmail professionnel, celui qu'elle utilise pour les petits boulots, les dîners secrets et les appels confidentiels avec son patron. Elle fronce les sourcils, mais seulement pendant une seconde. Elle doit supposer que c'est une ébauche qu'elle a oublié de supprimer. Son ego a toujours été plus bruyant que sa prudence. Elle ouvre l'email, parcourt 2 lignes, puis marmonne, PFF, qui écrit ces bêtises. Je la regarde depuis la fenêtre maintenant. Je vois le moment exact où ses yeux hésitent sur la diapositive de titre. La voilà. Notre table de cuisine, son nom sur la première page, sa photo en coin, et les mots « éthique et héritage et leadership » placardés en dessous comme le slogan d'une blague cruelle, mais elle ne le lit pas. Pas vraiment. Elle fait défiler, s'arrête à mi-parcours, puis ferme l'application comme si c'était en dessous d'elle, jette le téléphone sur le comptoir, lève les yeux au ciel. PFFF, il fait sérieusement la tête, dit-elle à personne, remontant les escaliers comme si son mariage n'avait pas déjà été transformé en présentation PowerPoint. Elle ne sait pas que le fichier a été envoyé à plus de personnes qu'à elle. Elle ne sait pas que chaque image, chaque ligne, chaque formulation a été conçue pour sonner exactement comme sa voix jusqu'au moment où ce n'était plus le cas. Elle ne sait pas que j'ai inclus des hyperliens intégrés, des reçus cliquables dissimulés dans des puces, masqués comme des citations, des frais de conférence qui ne correspondaient jamais au lieu réel, des postes de dépenses pour des dîners clients dans des villes où aucun client n'existait, des séjours à l'hôtel qui ne correspondaient pas à son itinéraire. Elle ne sait pas que chacun de ces liens suit les ouvertures, les vues, les clics. Moi, si, parce que j'ai construit le tableur derrière eux. Il est encore tôt. Elle pense avoir le dessus. Elle pense que sa petite confession tardive n'était qu'un moment de transparence, l'un de ces mots à la mode qu'elle aime lancer lors de ses séminaires RH. Laissez-la penser que je suis dehors à ruminer. Laissez-la penser qu'il s'agit d'un cœur brisé ou d'une fierté blessée. Je ne suis pas en colère. Je suis curieux. Curieux de savoir combien de temps il faudra à son patron pour réaliser que ce discours, celui attaché à son nom et à son email, contient le début d'une crise éthique très publique et très spécifique. Et le temps presse, car pendant qu'elle est à l'étage en train de se brosser les dents, fredonnant du Aya Nakamura, la liste des destinataires est déjà en train de l'examiner. Certains ne feront que survoler. Certains le transmettront à leurs assistants. Mais au moins un membre du conseil d'administration, avec une conscience ou une vendetta, lira chaque mot. Et quand ils le feront, ils reconnaîtront la voix derrière. Pas la sienne. La mienne. Lundi, 8h02. Je suis sur la terrasse arrière, un café à la main, regardant le chien du voisin aboyer après un écureuil comme si c'était une insulte personnelle. Le monde est merveilleusement normal pour l'instant. À l'intérieur, elle est à sa 2e tasse, faisant défiler son téléphone comme si elle cherchait des coussins, complètement inconsciente que l'oxygène de sa carrière est sur le point d'être aspiré. Puis mon téléphone sonne. Numéro inconnu, mais je sais déjà. Je réponds par un « oui » décontracté. Il y a une pause. Le genre de pause que l'on obtient seulement quand quelqu'un essaie de paraître calme alors que la pièce autour d'eux est en feu. Puis, ici Damien. Sa voix est tendue. Le genre de tension qui se produit quand quelqu'un est dans un bureau avec des vitres insonorisées et une main pressée sur le combiné pour que l'assistant ne l'entende pas paniquer. Je viens de recevoir le projet de discours. Celui intitulé « Éthique et héritage ». L'as-tu reçu? L'a-t-elle reçu? Qui a écrit ça? J'ai dit, mon café est noir. Sans sucre. D'où ça vient, exige-t-il. À qui as-tu envoyé ça? Qu'est-ce que c'est que cette dernière section? J'entends un son étouffé en arrière-plan. Une voix de femme, peut-être son assistante,
demandant s'il est prêt pour l'appel de 8h15 avec le responsable des relations publiques. Il lui crie dessus, décale. 10 minutes. Silence sur la ligne. Je la laisse traîner juste assez longtemps avant de répondre, c'est programmé pour une diffusion automatique à tous les membres du conseil à midi, à moins que je ne l'annule manuellement. Son souffle se coupe. J'entends presque sa cravate se serrer autour de son cou comme un nœud coulant. Tu bluffes, dit-il, mais c'est faible. Même lui n'y croit pas, vraiment? Clic, la ligne se coupe point à l'intérieur de la maison, j'entends le son de la douche qui démarre. Elle fredonne. Le même fredonnement faux qu'elle fait toujours quand elle pense s'en être tirée. Elle n'a toujours aucune idée. Damien ne l'a pas encore appelé parce que Damien est actuellement dans son bureau, les mains sur la tête, réalisant que la femme avec qui il couche est sur le point de devenir virale en interne. D'abord avec un discours qui détaille avec une précision nauséabonde à quel point il est allé loin pour fabriquer son ascension. Il réalise que les dates correspondent. Les calendriers concordent. La phrase sur la reconnaissance du potentiel de leadership lors de conférences hôtelières non conventionnelles n'est pas aussi subtile qu'il le pensait au premier coup d'œil. Et ce dernier paragraphe, celui qui commence par « J'ai cru autrefois que seul le mérite définissait le succès », jusqu'à ce que je regarde un homme échanger l'intégrité contre l'intimité et appeler cela du mentorat. Oui, cette partie a déjà été lue par 2 vice-présidents adjoints et un associé principal qui déteste Damien. Ma boîte de réception est silencieuse. C'est fait exprès. Le vrai chaos se passe dans la leur. Je prends une autre gorgée. À 9h, je sais qu'ils commenceront à s'appeler, à poser des questions, à essayer de confirmer l'origine, mais c'est propre. Pas d'empreinte digitale, juste l'illusion qu'elle l'a envoyé comme elle le fait toujours quand elle veut le crédit pour quelque chose qu'elle a à peine survolé. Elle n'a pas remarqué la notification de calendrier que j'ai laissée sur son téléphone, aujourd'hui à midi, diffusion du discours au conseil d'administration. Je regarde un cardinal se poser sur la balustrade près de moi. Il me fixe une seconde, penche la tête, puis s'envole, libre, détaché. Damien, quant à lui, fait les 100 pas. Il pense au formulaire de conformité qu'il a falsifié, aux divulgations RH qu'il a omises, et combien de personnes dans ce bâtiment adoreraient une excuse pour le voir tomber. Il appelle son avocat à 8h30. À 9h, quelqu'un de l'équipe de communication sera invité à retenir toutes les requêtes de presse externe. À 10h, il transpirera à travers sa chemise. Et à midi, si je ne lève pas le petit doigt, ce petit brouillon finira ce qu'elle a commencé samedi soir. Sauf qu'au lieu de me blesser, il va les amputer. Pas de cris, pas de police, pas de scandale dans les tabloïds. Juste des emails et du silence. 10h15 dernier étage. Porte close, store tiré, pas de café servi. Damien est dans la salle de conférence exécutive avec une impression du discours étalé sur la table en acajou poli, un marqueur rouge à la main, comme un homme essayant de disséquer une bombe qu'il sait déjà avoir explosée. 2 associés principaux sont assis en face de lui, impassibles. La responsable de la communication interne fait défiler, marmonnant à voix basse. La directrice des RH, les lèvres serrées, a les bras croisés et ne croise pas son regard. Cette ouverture, dit Damien, la voix tremblante mais essayant de paraître calme. C'est clairement juste aspirationnel. Les valeurs, la mission, ce n'est pas encore dommageable. Mais personne ne répond parce qu'ils ont déjà lu au-delà de l'ouverture. Ils ont déjà vu le tournant, le point médian. Cela passe de l'optimisme corporatif à une lente et silencieuse éviscération. Le ton change si subtilement. C'est comme un magicien qui dégaine un couteau pendant une poignée de main. Le leadership, dit-il, exige plus que du charisme. Il exige de l'intégrité en privé et en public, surtout lorsque les promotions, le mentorat et les budgets de voyage se croisent avec le désir personnel. Quelqu'un se racle la gorge. Puis vient la partie qui fait trembler visiblement la main de Damien. En octobre dernier, lors d'un sommet client à Denver, un cadre supérieur a approuvé une embauche latérale sans comité d'entretien, sans supervision RH, et un CV qui n'avait pas été vérifié indépendamment. Pas de nom, pas d'accusation directe. Mais le sous-texte n'est pas du sous-texte. C'est un projecteur avec des preuves. Chaque cadre dans cette pièce se souvient de Denver. Le même voyage à Denver que Damien a insisté pour approuver à la dernière minute seul avec elle. La directrice de la conformité se penche en avant, ce n'est pas un discours. C'est un acte d'accusation interne. Damien essaie de balayer d'un revers de main, c'est exagéré. Elle n'a probablement pas réalisé.
Elle. La RH le coupe, donc, elle l'a écrit. Damien se fige. Un des partenaires prend une page, c'est écrit de sa voix, mais plus propre, plus concis. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui improvise. Ça a été élaboré. Conçu. Et puis le dernier paragraphe. Il n'accuse pas. Il condamne. L'intégrité commence là où l'hypocrisie prend fin. Et pour certains, cette ligne a été franchie il y a longtemps. Personne ne parle pendant un long moment. Puis le responsable des relations publiques murmure, cela a été envoyé depuis son email, rédigé sur notre modèle interne avec des identifiants d'accès complets. Les métadonnées intégrées confirment la synchronisation de l'horodatage avec notre calendrier du conseil d'administration. C'est infaillible. Damien essaie à nouveau, je vais lui parler. Elle peut clarifier. Un autre partenaire l'interrompt, vous ne parlerez à personne. Le service juridique s'en chargera. La porte s'ouvre. Un jeune assistant se penche avec de grands yeux, Le conseiller juridique général demande 5 minutes de temps à tout le monde. Et quelqu'un de la conformité vient de demander de récupérer les journaux d'audit RH du cycle de promotion de l'année dernière. La RH se lève, nous sommes déjà exposés. Elle dit, ce n'est pas un nettoyage. C'est une hémorragie. Damien s'effondre sur le fauteuil en cuir, les yeux rivés sur la dernière ligne à nouveau. Il sait ce que ça signifie. Il ne s'agit pas seulement de lui qui couche avec une subordonnée. Il s'agit de chaque décision dont elle a bénéficié. Chaque politique contournée, chaque examen ignoré et chaque exigence levée, le tout sous l'illusion du mérite. Parce que maintenant, le Conseil a une question qu'il ne peut ignorer. A-t-elle été promue pour ses performances ou pour ses préférences? Ils connaissent la réponse. Et pire encore, ils doivent maintenant agir. Parce que ce discours n'a pas fuité sur Twitter. Il n'est pas devenu public. Il a été partagé en interne, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas le rejeter comme un coup monté des relations publiques. Ils ne peuvent pas le balayer sous le tapis du scandale et l'appeler calomnie. Il est venu de leur propre serveur de messagerie, de leurs appareils, de leur calendrier de réunion. C'est un cancer dans les murs. Et l'homme qui l'a écrit, il n'a dit un mot à personne depuis parce qu'il n'en a pas besoin. Il a déjà dit tout ce qu'ils avaient besoin d'entendre à travers sa bouche. 11h30. Elle ouvre enfin l'enveloppe. Elle était restée sur la table de la salle à manger pendant 2 jours, comme un accessoire de théâtre qu'elle pensait avoir déjà fini de jouer. Elle l'avait ignoré pendant son dimanche à faire défiler son téléphone. Et ce matin, elle l'avait déplacé pour faire de la place à son petit déjeuner aux graines de chia, s'en moquant comme si c'était une lettre d'amour d'un homme trop faible pour riposter. Mais maintenant, elle a vu les signes. Les appels manqués de Damien. Les pings frénétiques de Slack du service juridique. Elle n'était pas censée être copiée sur le cryptique « Nous devons parler » de quelqu'un de l'audit interne. Alors elle l'ouvre enfin. La première chose qu'elle voit est un simple post-it bleu clair, mon écriture. Si ce n'est pas grave, pourquoi cacher ça? Elle cligne des yeux, puis soulève le reste de la pile. Le texte vient en premier. Des captures d'écran imprimées. Ces mots. Les réponses de Damien. La prochaine fois, réservons la même chambre d'hôtel. Plus facile de cacher les reçus. Emoji de visage avec un baiser. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il m'ait donné ce titre. Tu fais vraiment des miracles, patron. J'adore quand tu me mentors. Elle tourne les pages plus vite. La couleur quitte son visage. Il y a une impression d'un reçu de VTC d'une mauvaise adresse. Un dîner à New York qu'elle avait juré être pour la fidélisation d'un client, mais le reçu indique, 2 entrées, pas d'alcool, parce qu'ils ont apporté leur propre bouteille. Je me souviens avoir trouvé celui-ci rangé au fond de notre compte partagé. Puis viennent les factures d'hôtel, recoupées, encerclées, alignées avec son calendrier. Certaines proviennent de villes où elle ne m'avait jamais dit qu'elle avait voyagé. L'une d'elles montre même que la conférence de réseautage qu'elle prétendait avoir fréquentée était en fait un centre de villégiature avec spa, sans centre de conférence sur place. Elle s'arrête à mi-chemin, s'accroche à la table pour garder l'équilibre. Puis, finalement, elle attrape son téléphone. Les pouces s'envolent. Elle ouvre les messages. Moi, vu il y a 2 heures. Elle tape, on peut parler, s'il te plaît? Je ne voulais pas te faire de mal comme ça. Je ne pensais pas que tu... Elle hésite. Supprime.
Réparons ça avant que quelqu'un d'autre ne s'en mêle. Tu rends les choses pires pour nous deux. Envoie. La bulle apparaît une seconde, puis disparaît, puis une seule réponse arrive. Pas de moi. Une réponse automatique, ce numéro n'est plus surveillé. Toute communication doit passer par une représentation légale. Si vous avez retenu un avocat, veuillez lui demander de me contacter. Elle le lit 3 fois. Ses mains commencent à trembler parce que pour la première fois, elle réalise qu'il n'y a pas de canal parallèle, pas d'excuse qu'elle puisse utiliser, pas de conversation tardive où elle se présente comme la victime d'une déconnexion émotionnelle ou d'un éloignement. Cette porte s'est fermée. Elle se précipite vers son email. Et c'est mon adresse personnelle, puis mon adresse professionnelle, bloquée. Elle ouvre WhatsApp, rien. Et c'est Facebook Messenger, bloqué, pas de correspondance. LinkedIn, elle voit que j'ai supprimé mon profil ce matin. Tout la frappe d'un coup. Elle n'a pas affaire à un homme qui essaie de sauver un mariage. Elle a affaire à quelqu'un qui est déjà parti et, pire, quelqu'un qui sait tout. Elle appelle Damien. Messagerie vocale. Elle envoie un SMS, tu dois prendre les devants. Je n'ai pas envoyé ce discours. Tu le sais. Pas de réponse. Parce que Damien est dans une salle de crise séparée maintenant, essayant d'expliquer au conseil comment un discours avec des preuves intégrées, des clics suivis et des aveux violents les RH a été envoyé depuis un compte avec son nom dans l'historique des contacts. Et elle n'est plus son atout. Elle est le poids qui l'entraîne vers le bas. Retour à la table de la cuisine, elle fixe l'enveloppe comme si elle allait lui pousser des crocs. Parce que la vérité n'est pas seulement imprimée à l'intérieur. Elle a déjà été envoyée, transférée, lue, discutée, et ses mains sont vides, à l'exception d'un téléphone qui ne parle plus que de clauses de non-responsabilité juridique. Cet après-midi-là, elle est conduite dans la salle du conseil par une assistante qui ne la regarde pas dans les yeux. Le genre d'assistante qui riait autrefois à ses blagues et l'appelait par son prénom. Maintenant, c'est juste, ils vous attendent à l'intérieur. Elle franchit les portes vitrées s'attendant à une place à table. Il n'y en a pas. Pas de chaise, pas d'amabilité, pas de buffet comme d'habitude. Juste une longue table froide et 3 personnes debout de l'autre côté. La PDG, la directrice des ressources humaines et de la culture, et le chef de la conformité d'entreprise. Chacun a un dossier. Aucun d'eux ne lui offre un sourire. Elle se tient là, les bras croisés, essayant de projeter du calme, mais elle sait ce que c'est. Madame Dufour, commence la PDG, la voix sèche, nous avons convoqué cette réunion d'urgence pour aborder le projet de discours qui a circulé ce matin. Elle ouvre la bouche pour répondre, mais il lève la main. Une question, et une seule, dit-il. Avez-vous, à un moment donné de votre cycle de promotion du printemps dernier, divulgué une relation personnelle ou romantique avec votre supérieur direct, Monsieur Legendre ? Le silence qui suit semble durer 1 heure. Ses yeux passent d'un visage à l'autre. Elle se lèche les lèvres. Je n'étais pas au courant qu'il fallait le déclarer officiellement. Nous n'étions pas exclusifs. Ce n'était pas, la directrice des ressources humaines et de la culture jette une petite pile d'impressions sur la table. La page du haut, la politique de divulgation interne de l'entreprise. Section surlignée, toutes les relations romantiques, sexuelles ou financièrement liées entre un subordonné direct et un superviseur doivent être divulguées avant d'être éligibles à la considération pour une promotion. Elle se fige. Nous étions, commence-t-elle, mais les mots s'éteignent. C'était bref. Juste 2 voyages, quelques dîners. L'agent de conformité tapote le document suivant dans la pile. Nous avons 6 réservations d'hôtels liées au compte de dépenses de l'entreprise. 12 remboursements de repas répertoriés comme clientèle. Tous signés par Monsieur Legendre et tous correspondant à vos voyages conjoints. Ses doigts tressaillent. Elle regarde la PDG pour un signe de clémence. Il n'y en a pas, le conseil, dit-il, n'est pas seulement préoccupé par l'éthique. Nous sommes maintenant exposés légalement. Elle essaie d'atteindre les documents, mais la directrice des RH les éloigne d'1 pouce. Subtil, délibéré. Ce projet de discours, dit l'agent de conformité, a maintenant été ouvert par 6 directeurs, 2 consultants externes, et a été mis en miroir sur notre lecteur de relations avec les investisseurs avant qu'il ne puisse être rappelé. Elle ne comprend pas. Mis en miroir, téléchargé, indexé, partagé. La pièce est silencieuse, sauf sa respiration, qui devient plus superficielle. La directrice des RH croise les bras. Vous connaissiez la politique.
Vous avez signé le manuel mis à jour vous-même. Il est horodaté. Sa voix se brise maintenant. Je ne savais pas écouter, Damien n'a jamais soulevé ça. Il m'a dit que c'était bien, que ce ne serait pas grave. La PDG intervient, le ton tranchant, et maintenant vous essayez de rejeter la faute sur votre supérieur. Elle essaie de revenir en arrière, mais le piège est déjà tendu car c'est ce que cette réunion est vraiment. Pas une conversation, mais une formalité, le genre qu'ils ont quand les conclusions ont déjà été tirées. Les preuves sont imprimées. La politique est claire. Les dégâts se propagent. Il y a un bruit sourd au bout de la table alors qu'une simple enveloppe blanche est placée devant elle. Elle la fixe, puis lève les yeux. Qu'est-ce que c'est ? La directrice des RH répond, un avis de congé volontaire en attendant une enquête interne. Elle cligne des yeux. Volontaire. Si vous ne signez pas, nous procéderons en cas de rupture de contrat, ce qui signifie la résiliation, la perte immédiate des avantages et la révocation de vos options d'achat d'actions en attente. Si vous signez, nous lançons un examen interne. Vous conservez des avantages minimaux, et nous discuterons de votre départ discrètement. Elle regarde le papier. Pas de chaise où s'effondrer, juste ses propres jambes qui commencent à lâcher. Elle veut crier, nier, dire qu'elle a été piégée, que quelqu'un a tout monté. Mais elle sait. Elle sait ce qu'il y a dans ce discours. Elle l'a à peine lu, mais elle en a ressenti le ton. A vu la trace. Et ce ne sont pas seulement les données. C'est la voix derrière. Celle qu'elle pensait pouvoir humilier et dépasser. Elle prend le stylo, signe. Sa main tient à peine ferme. Et pour la première fois, elle réalise qu'elle n'est pas dans une pièce pleine d'ennemis. Elle est dans une pièce pleine de gens qui lui faisaient confiance, qui la soutenaient. Et maintenant, ils veulent juste qu'elle parte avant qu'elle ne brûle le reste du bâtiment. Une heure plus tard, elle est dehors, arpentant le trottoir près de l'entrée des RH, son téléphone serré si fort qu'il pourrait craquer. La voiture de fonction est déjà désactivée. Son badge d'accès ne fonctionne nulle part. Elle est officiellement en congé, ce qui est le langage d'entreprise pour « excommunier », mais il lui reste une carte à jouer. Jason Moreau, responsable des relations publiques, charismatique, loyal à l'excès. Toujours celui qui couvrait les choses quand Damien cafouillait une citation ou qu'elle glissait un chiffre lors d'un panel. Plus important encore, Jason était autrefois le meilleur ami de son mari. Ils avaient fait leurs études ensemble. Même dortoir, même équipe de basket. Elle avait même porté un toast au mariage de Jason. Pendant des années, elle l'avait appelé Jay, plaisantant qu'il était le plus sûr entre elle et son mari. Alors, elle compose le numéro. Ça sonne et sonne et sonne, directement sur la messagerie vocale. Elle réessaie. Cette fois, elle laisse un message, Jason, c'est moi. Écoute, j'ai besoin de ton aide. Quelque chose se passe et je sais que tu as probablement entendu parler d'eux. De l'email. Je n'ai pas écrit ce discours. Je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais pas pu. Tu me connais. Rappelle-moi, s'il te plaît. Elle termine l'appel, attends, rien. Les minutes passent. Elle actualise sa boîte de réception. Toujours rien. Alors elle essaie la ligne de son bureau. Verrouillée. Elle fixe le téléphone comme s'il venait de la gifler. Puis quelque chose clique. Pas encore la panique, juste de la confusion. Se transformant rapidement en quelque chose de plus froid. Elle ouvre LinkedIn, trouve le profil de Jason, fait défiler jusqu'en bas. Université de Paris-Dauphine, promotion 2007, mineur en sciences de la communication. Co-fondateur du Cercle des auteurs de discours héritage. Attendez, co-fondateur. Son pouce hésite. Elle n'avait pas entendu ce nom depuis plus de 10 ans. À l'époque où son mari faisait de petits boulots de conseil et écrivait des ébauches de discours pour de nouveaux cadres fraîchement émoulus qui essayaient de paraître plus intelligents qu'ils ne l'étaient. Elle levait toujours les yeux au ciel. Cercle des auteurs de discours héritage. Quoi ? Un club secret pour hommes tristes suréduqués avec des métaphores ? Jason était son partenaire là-dedans. Elle n'y avait jamais vraiment pensé jusqu'à maintenant. Elle fait défiler à nouveau. Il y a 4 mois, Jason a été discrètement promu à la « supervision stratégique de l'intégrité de la marque », un titre nouvellement inventé, sans annonce, sans presse, juste un changement suffisant pour lui donner un accès privilégié aux serveurs internes, y compris celui d'où provenait l'email, celui avec des autorisations restreintes.
Seules 3 personnes pouvaient envoyer depuis ce serveur, le CTO, Jason, et Damien lui-même. Sa poitrine se serre. Ce n'était pas seulement son mari. Il avait de l'aide. Jason était resté silencieux, non pas parce qu'il était dégoûté ou honteux, mais parce qu'il était de la partie. Elle ouvre la politique de sécurité informatique de son entreprise. Commence à fouiller, trouve le code du serveur sur le rapport de métadonnées que Damien a mentionné dans la salle du conseil. Le voilà. CH03. Son estomac se tord. Cercle héritage. Ce stupide petit groupe de conseil. Ce n'était pas un passe-temps. C'était le système de livraison. Il n'a pas seulement envoyé un discours. Il a utilisé leur propre infrastructure, leur langage de marque, leur formatage, leur ton. Jason a conçu la première moitié pour ressembler à ses plus grands succès. Sa cadence, sa structure, ses expressions fétiches, son rythme de pause caractéristique après une blague. Le reste soigneusement construit pour faire tomber la guillotine à mi-parcours. C'était un piège, et elle y a marché comme sur un podium. Jason n'a jamais choisi de camp. Il était toujours resté neutre, sûr. Mais maintenant, 12 ans après un service que son mari lui avait rendu autrefois, en l'aidant à conserver sa bourse après un scandale académique dont personne n'avait jamais eu connaissance, il a encaissé. Pas pour de l'argent, pour le silence, pour le levier, pour la vengeance. Et elle est complètement plus de Damien, plus de Jason, plus de mari à supplier, plus d'amis pour couvrir ses arrières. Tous ceux qu'elle avait utilisés, avec qui elle avait couché, qu'elle avait dépassé ou sur qui elle s'était appuyée, lui avaient tourné le dos. Elle n'est pas seulement isolée. Elle est entourée d'un silence qui a choisi de ne pas la sauver. Et c'est là qu'elle réalise qu'il ne l'a pas seulement exposée. Il l'a submergée. Mardi matin, elle est mieux habillée qu'elle ne l'a été depuis des semaines. Tailleur pantalon bleu marine, cheveux coiffés, maquillage complet. C'est un look calculé. Poli, mesuré, la tenue de quelqu'un qui est là pour réparer un malentendu, pas pour mendier un emploi. Elle ajoute même une petite broche argentée à son blazer, faisant partie de l'ancien logo de l'entreprise d'il y a 5 ans. Un rappel de loyauté, d'héritage, d'histoire. Elle se gare sur le parking visiteur. Plus de place attitrée. Le premier signal d'alarme, personne ne lui ouvre la porte latérale. Elle salue la réceptionniste à travers la vitre. Amélie, qui lui faisait des cookies pour son anniversaire, et Amélie fait semblant de ne pas la voir. Elle passe son badge sur le lecteur. Lumière rouge. Pas de bip. Elle réessaie. Même résultat. Elle appuie sur l'interphone, ici Julia Dubois. Je suis là pour parler au RH et à la PDG. La ligne clique, une pause, puis, veuillez patienter dans le vestibule. Quelques instants plus tard, 2 agents de sécurité en uniforme arrivent. Pas agressif, pas impoli, mais pas là pour le service client non plus. Madame Dubois, dit l'aîné, avec un détachement professionnel. Nous vous escorterons à l'intérieur. Elle redresse ses épaules, ce ne sera pas nécessaire. Je connais le chemin, il ne bouge pas, c'est la politique, dit le plus jeune. Vous êtes actuellement répertorié comme ayant un accès restreint, en attendant une enquête. Nous vous accompagnerons au service juridique. Elle sent la chaleur monter dans sa poitrine, mais à l'extérieur, à travers la vitre teintée, les gens regardent. Un groupe de jeunes employés au camion à café. Un chef de produit qu'elle a mentoré. Un des stagiaires de l'été dernier chuchotant derrière sa tasse. Elle acquiesce une fois, vivement, de manière contrôlée, et avance comme si elle les menait point à l'intérieur, tout est trop silencieux. Le brouhaha habituel des réunions et des regroupements de calendrier du lundi au mardi est étouffé. Elle passe devant les salles de conférence en verre où elle dirigeait autrefois des séances d'information sur le leadership, devant les rangées de bureaux où les gens se penchaient pour lui demander conseil et maintenant s'éloignent à son passage. Elle entre au service juridique. Pas de café, pas de chaise, juste un seul dossier au bout de la table. Et une femme, Sophie des RH, assise avec un avocat d'entreprise en robe bleu marine. Ni l'une ni l'autre ne dit bonjour. Sophie fait un geste, Madame Dubois, nous en avons déjà discuté hier. Ceci est votre accusé de réception de congé volontaire en attendant une enquête interne. Le signé confirme votre accord pour vous conformer au protocole d'examen interne, maintenir la confidentialité et renoncer aux contingences de licenciement, en attendant la décision finale. Julia ouvre le dossier, lit la première ligne, congé volontaire, code 72, INV,
faute professionnelle d'un cadre supérieur en cours d'examen. Elle cligne des yeux. Volontaire, dit-elle, sa voix plus basse qu'elle ne l'avait voulu. Choix intéressant de mots. L'avocat ne sourit pas, c'est volontaire parce que l'alternative est un licenciement immédiat avec une citation pour manquement à l'éthique qui déclencherait une enquête externe complète et une divulgation immédiate aux actionnaires. Julia hésite. Ses doigts tapent la table une fois, 2 fois. Et si je refuse de signer? Sophie croise les mains, alors nous contactons votre représentation légale et le conseil d'administration intervient. Une longue pause. Sa mâchoire se serre. J'ai construit ce département. Nous savons. J'ai pris la parole lors de 3 conférences nationales pour cette entreprise. Nous étions à l'une d'elles. J'ai sauvé 2 fusions grâce à mes initiatives internes. Et ce matin, 3 de nos principaux partenaires ont demandé une pause sur les contrats actuels en attendant cette enquête. Cela l'arrête. Une pause si pleine qu'elle est assourdissante. Elle prend le stylo, celui posé soigneusement à côté du formulaire, sans capuchon, en attente. Sa main hésite. Elle ne veut pas leur donner cette satisfaction. Mais à l'extérieur du bureau, juste derrière la vitre opaque, elle voit Damien, sa posture dit tout. Épaules affaissées, yeux rivés vers l'avant, ne la regardant pas. Il n'est pas là pour réparer quoi que ce soit. Il est là pour ne pas être elle. Elle signe. Pas proprement, pas net. Le stylo glisse légèrement, mais c'est suffisant. Sophie acquiesce, prend le dossier, le glisse dans une enveloppe scellée. Vous serez contacté pour des entretiens de suivi dans la semaine, dit l'avocat. Veuillez éviter tout contact direct avec les employés actuels jusqu'à la fin de l'examen. Julia se lève. Les gardes sont déjà derrière elle. Elle sort, pas aussi vite, pas aussi fière, devant les murs de verre, devant les escaliers. Dehors, son reflet dans la vitre teintée semble différent, plus petit. Et cette fois, quand elle franchit la porte, personne ne la lui tient point jeudi matin, elle reçoit l'appel à 7h12 précise. Pas d'amabilité, juste un message bref d'un numéro masqué, réunion du conseil à 9h. Présence requise. Représentation légale confirmée. Elle ne pose pas de questions. Pas besoin. Ce n'est pas un point de contrôle ou une clarification. C'est la fin. Elle arrive 10 minutes en avance. Elle porte du noir cette fois. Pas le genre ajusté destiné à signaler la force, juste le genre qui ne se froisse pas quand on transpire. Ses talons semblent plus lourds aujourd'hui. Sa confiance est évidée comme l'écho de ses propres citations de discours maintenant utilisées contre elle. La réceptionniste ne dit pas un mot, se contente de lui faire signe vers l'ascenseur et d'appuyer sur le bouton sans la regarder dans les yeux. 20e étage. Salle de conférence exécutive. Mur de verre, coin vif et climatisation calibrée pour mettre les gens mal à l'aise. Elle entre et comprend instantanément. Cette pièce n'était plus jamais destinée à elle. Ils sont déjà en pleine discussion. 12 personnes assises autour de la longue table. Tous les regards fixés sur des documents imprimés, des tablettes et un écran massif au bout de la pièce affichant un rapport qu'elle n'a jamais vu auparavant. Une chaise reste. Elle est à côté de l'avocat interne avec un porte-nom qui indique « Représentation juridique externe, observateur uniquement ». Ce n'est pas pour elle. Elle se tient derrière. Personne ne l'invite à s'asseoir. Damien est là au fond, les yeux rivés sur un bloc-notes. Il ne lève pas les yeux, n'acquiesce pas, rien. Juste le silence et la honte comme s'il essayait de disparaître dans le rembourrage. La conseillère juridique générale se racle la gorge, nous avons conclu l'examen interne concernant le discours envoyé lundi matin et la conduite qui a suivi. Pas de préambule, pas de contexte. Julia déglutit difficilement, à ce jour, poursuit la femme, la conduite de Madame Dubois a été jugée en violation de notre accord d'éthique des cadres et de nos normes de conformité en matière de promotion interne. Julia commence à parler, mais une main se lève du VP des risques, terminons. La conseillère juridique générale poursuit, en raison de ces violations et des dommages potentiels à long terme pour la réputation causée par la communication interne non approuvée, les indemnités de départ, les options d'achat d'actions et le plan de transition de Madame Dubois sont révoqués en vertu de la clause 6b, résiliation pour motif valable. Elle se fige. C'est officiel. 34 pages d'avantages et d'atterrissage en douceur ont disparu. L'écran change. Une nouvelle diapositive apparaît, engagement de consultant mis à jour. T3 et au-delà. Et là, c'est le nom de son mari.
Samuel Dubois, contributeur de discours et consultant en communication stratégique. Contractualisé. Elle ne cligne pas des yeux. Quelqu'un près du bout de la table marmonne à voix basse, pourquoi ne l'a-t-elle pas simplement quitté en silence? Cela tombe comme une gifle. Un membre du conseil d'administration des opérations hoche la tête vers l'écran, nous avons examiné la chaîne complète des métadonnées. Son implication a été vérifiée. Tout remonte aux serveurs internes et à un accès authentifié. Aucune violation. Il a suivi le protocole. La PDG la regarde enfin, d'un air plat, illisible, ce n'était pas du sabotage, Julia. C'était de la stratégie. Elle expire, si on peut appeler ça ainsi. Personne ne crie. Personne ne la traite de honte. Ce n'est pas de l'humiliation. C'est pire. C'est chirurgical. Elle regarde Damien. Toujours pas de contact visuel. Juste un homme qui se défait silencieusement à côté de la bombe qu'il a aidé à construire. Son silence l'a autrefois servi. Maintenant, son exposition menace de le noyer lui aussi. Et quant à Jason, absent, un homme intelligent, trop propre pour être pris dans le champ de débris. Le conseil vote un par un, à l'unanimité. Julia signe le document final sans commentaire. Ce n'est plus que de l'encre. De l'encre et du silence et une conscience grandissante que l'homme qu'elle a raillé pour être trop silencieux, trop méthodique, trop disponible avait passé des mois à poser des fondations qu'elle n'avait jamais vues venir. L'écran s'estompe pour laisser place au logo de l'entreprise. Elle est congédiée avec 2 mots, nous avons terminé. Pas de sécurité pour l'escorter cette fois. Elle sort par ses propres moyens, mais chaque pas lui semble appartenir à quelqu'un d'autre. Hors de la salle de conférence, hors de propos, hors du temps, et quelque part, probablement dans une pièce calme avec un mauvais café et un podium bon marché. Son mari est déjà en train d'écrire le discours de quelqu'un d'autre. Vendredi, 6h42 du matin. Le téléphone vibre sur la table de nuit comme s'il essayait de s'échapper. Elle fixe l'écran, voit le nom et hésite. Elle n'a pas entendu sa voix depuis des jours. Pas depuis la réunion. Pas depuis qu'elle l'a vu tressaillir quand son nom a été mentionné devant le conseil. Et maintenant, il appelle d'un numéro personnel. Pas de redirection de bureau. Pas d'assistant. Pas de tampon juridique. Elle répond. C'est Damien, mais pas le Damien dont elle se souvient. Le sûr de lui qui flirtait derrière les PowerPoint et aplanissait les crises avec du scotch trop cher. Ce Damien-là a une voix éraillée. Épuisé, vidé. Je ne sais pas à qui il l'a envoyé, dit-il. Pas de salutation, juste une panique brute, mais 2 investisseurs se sont retirés pendant la nuit. Juste parti. Les événements de presse du T4 annulés. Le comité d'éthique demande un audit par un tiers. Et notre conseiller juridique externe demande des journaux de chronologie remontant à 18 mois. Elle se redresse, la gorge sèche. Il s'est assuré que le discours ne puisse pas être contenu. Damien poursuit, ce n'est plus seulement le conseil. Il y a une archive numérique, un lien miroir externe. Un partenaire de capital de connivence l'a transféré à notre représentant commercial principal avec un objet, est-ce une satire ou un témoignage? Silence. Puis doucement, d'une voix rauque, il supplie, Julia, pour l'amour de Dieu, qu'as-tu fait? Elle ouvre la tablette. Enfin, pas seulement la pièce jointe, le discours complet, celui qu'elle n'a jamais vraiment lu, celui qu'elle a rejeté comme de la mauvaise poésie de bureau et jeté de côté comme une balle perdue. Elle fait défiler. Au début, c'est la même superficialité, valeurs, éthique, alignement d'entreprise. Mais ensuite le changement, l'insertion soignée de la narration, les noms expurgés, mais les chronologies d'une spécificité glaçante. Le moment à Denver, la promotion non sanctionnée, la conférence reportée qui n'a jamais existé. Chaque détail cousu avec une précision chirurgicale est tissé à travers tout cela, le ton. Pas en colère, pas amer, mesuré, sachant, stratégique. Elle continue de faire défiler jusqu'à atteindre le dernier paragraphe. La seule ligne qui est maintenant encerclée en rouge dans la copie transmise par l'investisseur. Elle la lit à voix haute, sa voix presque un murmure, aux hommes qui soutiennent depuis l'ombre. Ne confondez pas leur silence avec de la faiblesse. Sa main tremble parce que ce n'était pas une menace. C'était une déclaration et elle ne l'avait pas seulement sous-estimée. Elle ne l'avait jamais compris. À travers la ville, dans un modeste amphithéâtre d'un collège communautaire, il se tient derrière un pupitre en bois éraflé.
Le genre d'endroit où les gens parlent parce qu'ils croient que quelqu'un, n'importe qui, pourrait écouter, pas parce qu'ils sont payés pour cela. Il ajuste le microphone, place un petit haut-parleur Bluetooth à côté. Une foule d'environ 40 personnes, principalement des étudiants et 2 membres du corps professoral, lèvent les yeux de leur carnet. Il se racle la gorge, ceci a été initialement écrit pour quelqu'un d'autre, dit-il calmement. Mais maintenant, je pense que vous l'apprécierez davantage. Et il commence. Pas de visuel tape à accent grave-l'œil, pas d'applaudissements, pas de caméra virale, juste sa voix. Et le discours qui a brûlé un empire construit sur les apparences. Un discours qui a transformé les humiliés en auteurs d'une justice. Il ne jubile pas. Il ne semble même pas satisfait. Mais il y a quelque chose dans sa voix, stable, chaleureuse, résolue. Pas de vengeance, pas de joie, juste la possession. Retour dans son appartement, le téléphone lui échappe des mains, tombe sur le tapis avec un bruit sourd. Sa carrière est finie. Sa réputation déchirée en chuchotement et en fils de mai. Elle ne sera plus jamais copiée. Et lui? Il ne regarde même pas en arrière parce que l'homme dont elle s'est moquée, qu'elle a trompé et renvoyé comme son gentil petit mari au foyer, il a écrit le dernier mot et s'est assuré qu'elle l'entende.